Je propose que nous démarrions. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt. Je suis Léa Forger, responsable de la communication de la Fondation, et au nom de toute l'équipe dont vous voyez un échantillon à l'écran, nous vous souhaitons bienvenue dans ce cinquième et dernier webinaire de l'année. Nous allons vous présenter quelques projets très excitants qui sont à venir pour 2023. Mais avant cela, j'aimerais vous poser 3 petites questions pour qu'on comprenne aussi un petit peu qui est là et qu'on adapte nos messages et les informations que nous allons vous donner. Je vais donc lancer un premier sondage que vous allez voir apparaître à l'écran et qui vous demande si vous avez déjà assisté auparavant à un webinaire ArtExplora. Je vous laisse donc répondre. J'attends que tout le monde ait pu donner sa réponse. Super. Je mets fin au sondage et donc on se rend compte qu'une majorité de personnes n'ont pas encore assisté, n'ont jamais assisté à un webinaire précédemment. Donc, c'est intéressant pour nous. Merci beaucoup. Ma deuxième question concerne le biais par lequel vous avez découvert ce webinaire et donc la façon dont vous vous êtes inscrit, soit les réseaux sociaux, le site de la Fondation, notre newsletter ou via le bouche à oreille. Merci pour vos réponses. Je vois que les votes sont encore en train d'arriver. Certaines personnes hésitent. Il y a plusieurs réponses possibles, peut-être. Oui, il me semble. Ah non, choix unique. Il faut prendre une décision. Mais c'est bon, merci beaucoup. Donc, c'est via notre newsletter, je vous partage le résultat, que la majorité des personnes se sont inscrites, même si c'est assez serré. Et enfin, la dernière question. Avez-vous déjà, au précédent, réalisé une mission bénévole avec la Fondation ArtExplora? Aussi intéressant pour nous, car Nicolas, qui est parmi les intervenants, va parler plus longuement des activités bénévoles de la Fondation un petit peu plus tard. Merci pour vos réponses. Donc, c'est intéressant car 87% des personnes présentes, 88 même ce soir, n'ont pas encore participé à une mission bénévole avec la Fondation. Merci pour vos réponses. Je vais laisser la parole à Frédéric pour débuter donc ce webinaire. Nous sommes ensemble environ une trentaine de minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Il y aura un petit peu de temps à la fin aussi pour qu'on puisse y répondre plus précisément. Quand vous envoyez vos questions, pensez bien à préciser que vous envoyez la question aux panélistes et aux spectateurs pour que tout le monde puisse voir vos questions et les réponses. Et maintenant, Frédéric, je te laisse la parole. Super, j'ouvre sur le bilan 2022 peut-être. C'est parti. Allez. Voilà, donc le but de la Fondation, c'est de partager les arts et la culture avec le plus grand nombre. L'idée d'ArtExplora, c'est vraiment de se battre pour l'accès le plus large à la culture, comme d'autres se battent pour l'accès à l'eau, l'accès à l'environnement, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Voilà, nous, on est sur cette thématique qui part d'un constat, c'est que malheureusement, il y a un déterminisme social très fort qui fait qu'en fonction de qui vous êtes né et de là où vous habitez, c'est ça qui détermine encore la propension statistique que vous avez à aller dans un musée, dans un cinéma, dans un théâtre, dans un opéra. Et nous, on est des passionnés d'art et de culture, convaincus au fond de nous-mêmes que l'art nous fait du bien, l'art nous rend meilleurs, il affine notre jugement esthétique, il élève nos valeurs morales, il nous relie aux autres. L'art, c'est une école de tolérance, parce que regarder une œuvre d'art, c'est regarder le monde avec les yeux d'un autre ou d'une autre. Et donc, c'est forcément s'ouvrir. C'est un lien social et générationnel très fort, avec un référentiel culturel partagé. Et on est aussi convaincu que les artistes ont un pouvoir d'inspiration, de changement de la société, que ce sont des lanceurs d'alerte merveilleux aux côtés des scientifiques, aux côtés des activistes, et qu'une œuvre d'art peut émouvoir et faire changer des comportements aussi bien qu'un rapport du GIEC sur le climat avec 150 pages et des chiffres. Donc voilà, notre agenda, il est très simple, c'est faire une place plus grande aux artistes et à la culture dans la vie de chacun. Alors, on s'est lancé dans ce combat il y a 3 ans. Peut-être revenir sur les chiffres juste avant. Pardon. On s'est lancé dans ce combat il y a 3 ans avec quelques idées fortes, puisque les gens ne viennent pas,
pas tout le monde, mais puisqu'une partie des gens ne viennent pas dans les lieux de culture, alors il faut faire la démarche inverse. Il faut aller taper à la porte des gens là où ils sont, avec des propositions réinventées, mais toujours dans cet esprit de nomadisme. Donc, c'est pour ça qu'on va vous parler du bateau-musée. On va vous parler du musée mobile, qui est ce camion que l'on fait avec le Centre Pompidou, qui nous prête des tableaux et qui circule sur les routes de France, qui s'arrête dans des villes moyennes ou petites. Aujourd'hui, il est à Montargis, par exemple, et ouvre ses portes gratuitement pour des médiations de 25-30 minutes sur des publics très généralistes, avec une priorité sur le monde scolaire, évidemment. Donc, voilà des exemples de dispositifs nomades. On a ouvert aussi une plateforme en ligne parce qu'on est vraiment convaincu de la complémentarité entre l'expérience physique et l'expérience digitale qui permet de se préparer à l'expérience physique ou qui permet de la prolonger. Et donc, vous voyez quelques chiffres que l'on partage ici. On a 1600 bénévoles actifs donc, dans 6 régions de France, qui sont des personnes qui se sont, comme vous et moi, engagées pour donner parfois 1 heure sur un mois ou sur un trimestre. Donc, de la façon dont vous voulez, vous pouvez. On a beaucoup de missions bénévoles pour nous aider dans ce combat pour l'accès à la culture. On a un following qui a grandi beaucoup sur les réseaux sociaux, plus de 150 000 personnes qui nous suivent. Ça a été une année très féconde en articles de presse parce qu'on a présenté le bateau-musée à Dubaï dans l'exposition universelle. On a présenté la maquette à Marseille ensuite. Beaucoup de retombées presse, aussi beaucoup de retombées presse sur le camion-musée. Et puis, on a ces programmes de résidence à Montmartre. Donc, on a un demi-hectare sur la butte Montmartre. Donc, vous êtes tous les bienvenus en permanence. Un endroit d'une poésie inouïe. Vous voyez les petites maisons, on se croirait à la campagne. Et donc là, on a 8 ateliers d'artistes. Et donc, 2 fois par an, on a une sélection internationale qui est ouverte avec des milliers d'artistes qui candidatent. On a reçu vraiment des figures contemporaines. Et aujourd'hui, vous avez par exemple à la Bourse du Commerce Henri Sala, qui est exposé par François Pinault, qui a été chez nous en résidence pendant plusieurs mois. Donc voilà. Et dernier point, c'est ce prix européen. On a eu la cérémonie de remise hier avec l'Académie des Beaux-Arts, qui est notre partenaire, où on donne 150 000 € par an, donc 3 fois 50 000, aux 3 institutions culturelles les plus innovantes pour aller chercher des nouveaux publics. Et donc là aussi, un prix qui est en train de s'installer complètement dans le paysage muséal et culturel européen. Alors, slide suivante. Vous allez voir aussi le retour sur la préouverture du hangar Y à Meudon. Je ne sais pas, on a peut-être dû demander dans le sondage qui a été à Meudon le 20 octobre, quand on a fait cette soirée qui a été magnifique, qui a commencé avec cette performance de Yann Bourgeois et la présence du musée mobile du Centre Pompidou. 10 000 visiteurs qui sont venus sur 3 jours. Le hangar Y, c'est ce bâtiment assez remarquable qui est une ancienne usine de ballons dirigeables qui a été implanté dans la forêt de Meudon. On a la concession du hangar Y pour 35 ans avec un parc de 12 hectares. Et donc, on va réinventer un centre d'art avec 2 espaces d'exposition, donc plus de 1000 m² dans lequel il y aura 2 expositions par an. La première s'appelle Le rêve de l'envol, un espace vraiment immersif avec un casque de réalité virtuelle pour refaire la visite et l'histoire du hangar Y et des concerts qui vont revenir à intervalles réguliers. Donc, des concerts de musique électronique. On a fait Solomon, on va faire Black Coffee en mars. Et puis, dans le parc, un parc de sculptures, donc d'une quinzaine de sculptures d'artistes de renommée internationale et un restaurant. Donc, tout ça ouvre le 21 mars. Suivante. Alors là, le bateau-musée donc à Marseille. À Marseille, rendez-vous tous fin septembre, début octobre 2022. Vous êtes les bienvenus à Marseille pour voir donc la présentation inaugurale de ce bateau-musée, un catamaran géant. Ce sera le plus grand catamaran à voile du monde, près de 50 mètres de long et un peu moins de 20 mètres de large, avec un mât de 55 mètres de haut et qui va porter à travers l'Europe. On va commencer par faire le tour de la Méditerranée. Un message sur le dialogue des cultures, donc à bord des expositions immersives, donc digitales, avec une sorte d'atelier des Lumières
et un film sur l'histoire de la représentation de la femme en Méditerranée qui dure 14 minutes. Sur le pont principal, le pont supérieur, pardon, une expérience sonore faite avec l'IRCAM sur les sons iconiques de la Méditerranée. Et puis ce village de pavillons, comme le pavillon de Venise, avec de la photo, de l'architecture et de l'art physique pour le coup. Donc on envoie le pavillon 3 jours avant l'arrivée du bateau, on le monte en 3 jours, le bateau arrive et ça crée une étape de 15 jours. Et cette étape tourne de ville en ville autour de la Méditerranée. On commence à Marseille en octobre 2022. Voilà le bateau-musée en construction en Italie, à La Spezia. On réfléchit à proposer de manière très ouverte un voyage, une journée porte ouverte à Pise. Donc, restez bien en contact des informations de la newsletter parce qu'on va très vraisemblablement organiser à partir du mois d'avril un aller-retour sur la ville de Pise. Donc, on peut faire ça dans la journée. Vous pouvez bien sûr rester, passer le week-end en Italie, ce n'est pas désagréable, pour aller voir ce bateau-musée et l'histoire de la construction. Et on se projette sur 2025. Donc, les chiffres qu'il faut retenir, c'est en gros une ambition de tripler tout ce que l'on fait. Donc, que ce soit le nombre de visiteurs sur les réseaux sociaux, que ce soit le nombre de personnes qui touchent ou qui sont touchées par une action menée par nos bénévoles, que ce soit le nombre de visiteurs sur la Explorer Academy. Aujourd'hui, on est à 100 000. Et donc, là, l'ambition, c'est vraiment d'utiliser la plateforme d'Art Explora en suivi. Donc, tous les gens qui sont montés à bord du bateau, à bord de nos dispositifs itinérants, de leur proposer de continuer leur éducation en ligne avec ce parcours qui fait à peine une dizaine d'heures, qui balaye l'histoire de l'art de l'Antiquité à nos jours, que vous pouvez télécharger dès maintenant dans Play Store de Google ou bien sûr dans l'App Store. Et si vous faites le parcours et que vous allez au bout, il y a un quiz, vous avez un certificat en ligne à Explora Sorbonne Université que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que vous ne manquez pas de diplôme, mais celui-là a une saveur particulière. C'est aussi un formidable outil pédagogique avec des enfants, des familles, si vous en avez la charge autour de vous. Voilà pour un premier tour d'horizon et peut-être je repasse la parole à Léane pour parler de ce qui s'est passé hier à l'Académie des Beaux-Arts. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Frédéric et bonjour tout le monde. Alors, donc moi c'est Léane, je fais partie de l'équipe des publics de la Fondation et je suis notamment en charge de l'organisation du prix européen. Et comme a déjà eu l'occasion de vous le dire Frédéric, hier était un grand jour pour nous dans l'année puisque s'est tenue la cérémonie du prix européen 2022 pour donc le premier événement international Art République qui était donc organisé par la Fondation en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts, qui est notre partenaire sur le prix, et aussi avec Newsstand Culture. C'était donc un moment particulier pour nous, puisque la cérémonie de remise de prix s'est toujours faite en visioconférence jusqu'à présent, avec les problématiques du Covid notamment. Et donc, cette année, pour la première fois, sous la coupole de l'Institut de France. Et donc, on va notamment pouvoir vous montrer quelques photos. La journée a commencé dans l'après-midi, en réalité, avec d'abord des ateliers professionnels. Vous voyez quelques photos en haut à gauche de l'écran. Donc, des ateliers dans différentes salles de l'Académie, réunissant donc en tout à peu près 40 professionnels de la culture, donc qui ont eu comme ça un moment un peu privilégié pour dialoguer ensemble sur ces questions d'engagement des publics et donc autour des pratiques et des défis relevés tout au long de l'année et au cours de leurs différentes missions. La journée s'est poursuivie, enfin la soirée plutôt, avec donc cette conférence organisée en partenariat avec Newsstand Culture, donc où se sont réunis en fait plus de 300 professionnels pour assister à cette conférence nommée « Réinventer la participation des publics, une aventure au long cours » animée par Bertrand Dical, qui est donc directeur général de Newsstand Culture. Et vous voyez à l'écran les différents intervenants de cette conférence, donc qui nous venaient de différents pays. Et enfin, donc, la soirée s'est terminée par la cérémonie de remise des prix où ont été désignés et annoncés les 4 organisations
culturelle lauréate de cette année 2022. Donc pour des projets récompensés, des projets qui ont été récompensés parce qu'ils sont innovants en matière d'accès, de participation et d'engagement des publics. Et vous voyez donc à l'écran le lauréat de la première catégorie, celle qu'on appelle la catégorie des plus petites organisations, puisqu'elles ont un budget annuel qui va jusqu'à 500 000 €. Et donc, le lauréat de cette catégorie est le European Theatre Convention, avec un projet qui vient d'Allemagne et donc qui propose d'écrire et de mettre en scène de nouveaux répertoires, en fait, et cela avec 9 théâtres européens différents. Et donc, les pièces sont écrites par et pour des jeunes issus du milieu non dominant. Dans la catégorie 2, donc c'est-à-dire les organisations culturelles entre 500 € et 2 millions d'euros de budget annuel, a été récompensé le Centre chorégraphique de Strasbourg, donc une organisation française qui donne l'occasion, dans son projet Coup de ballet dans les musées, à des groupes de jeunes, donc en fait de 7 à 17 ans, de s'approprier les œuvres des musées, donc différents musées partenaires du projet, par la danse. Enfin, dans la catégorie 3, nous avons décerné, enfin le jury a décerné le prix à la Fondation Teatro Real d'Espagne pour son projet de théâtre itinérant qui va donc à la rencontre des publics à travers l'Espagne et donc qui prévoit une nouvelle itinérance en 2023 dans 8 villes d'Espagne différentes. Et le dernier prix est un prix particulier puisque c'est le prix du public et nous avons eu notamment plus de 6000 votes du public cette année. Et c'est donc le Musée des Beaux-Arts de Séville qui remporte ce prix pour son projet qui propose donc des défis artistiques tout au long de l'année avec des enfants en situation de vulnérabilité. Et je termine cette petite présentation en vous indiquant les prochains rendez-vous à venir en lien avec le prix européen. Donc, tout d'abord, à la rentrée, donc dans le premier trimestre, vous allez avoir accès à la publication annuelle du prix européen qui présente les lauréats affichés à l'écran, mais également en fait les autres projets présélectionnés, donc 20 projets en tout, que nous souhaitons donc mettre en valeur tout de même, puisque ce sont également des projets innovants. Vous trouverez également dans cette publication les échanges qui ont eu lieu durant les ateliers professionnels, mais sous une restitution graphique. Et enfin, le compte-rendu de la conférence organisée avec Newston Culture. Et pour finir, on se retrouvera donc à la fin du mois d'avril avec donc l'appel à candidature du prix européen 2023. Et donc, si vous travaillez pour une organisation culturelle ou que vous connaissez des organisations culturelles européennes, n'hésitez pas à candidater, n'hésitez pas à encourager à candidater. Et voilà, je termine ici et je passe la main à Vincent qui va vous parler des résidences. Merci Léane, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Vincent Jalbert, chargé des résidences et du contenu éditorial à Art Explora. Et pour vous parler un petit peu des résidences, on a accueilli depuis le début du programme des résidences Art Explora en partenariat avec la Cité internationale des arts de Montmartre. On a accueilli environ une quarantaine d'artistes depuis le début du programme dans cette idée de développer en fait un réseau d'artistes à Paris et de vraiment permettre d'offrir un soutien à la création et à la recherche au cœur de Paris, en relation également avec d'autres résidents installés à la Cité internationale de Montmartre. Et l'idée des résidences, c'est d'encourager la création sur toutes ses formes. Donc, on accueille à la fois des artistes qui ont une pratique artistique, performative, qui viennent du théâtre. L'idée étant de leur proposer un accompagnement personnalisé en les mettant en relation à la fois avec des professionnels à l'occasion de studio-visites que nous organisons. Nous avons organisé cette année 150 visites professionnelles et nous avons également organisé avec les résidents une trentaine de workshops à l'occasion de portes ouvertes que nous réalisons en février et en juillet, sur lesquels je vais revenir un peu après. Juste pour terminer sur l'édition de cette année, si c'est possible de revenir à la slide précédente, nous avons reçu plus de 1750 candidatures et chaque année ce nombre évolue et s'agrandit et tout ça. Donc on est très content de savoir que cet appel touche de plus en plus d'artistes qui viennent comme vous voyez, 108 nationalités différentes, ce qui nous permet à chaque fois d'accueillir vraiment des projets de résidence très variés et très intéressants.
Parmi les résidents que nous accueillons actuellement, donc de septembre jusqu'à février 2023, on retrouve donc ici Ayesha Hamid qui va rejoindre la résidence dès décembre et qui propose un projet de recherche qui s'appelle Brown Atlantis autour de l'histoire et de la diaspora des corps enfin, comment dire, des communautés africaines dans l'océan Indien. Nikhil Chopra avec une pratique plutôt performative. Mizanur Rahman Chaudhuri qui, lui, s'intéresse aux politiques de recyclage menées dans différents pays et en France. Donc, il a eu l'occasion d'aller rendre visite à plusieurs centres de tri en région parisienne. Manuel Mathieu qui propose dans son projet Recueil 2 d'écrire un recueil qui mêle dessin et entretien et interview avec des personnes qu'il rencontre au cours de sa résidence. Serre Serpa, avec un projet qui s'appelle Creative License and Non-Fiction, qui propose, qui travaille sur un projet de film qui retrace l'histoire des protestations militantes menées à l'université Columbia aux États-Unis au cours des 10 dernières années. Et c'est possible de passer à la prochaine slide. Voilà, Clara Joe, qui, elle, dans le film qu'elle est en train de réaliser, s'intéresse aux routes plutôt au parcours de transmission de certaines épidémies, notamment dans l'océan Indien. Loeki van der Graat, qui, elle, s'intéresse dans le cadre de son projet à l'histoire de l'hystérie et la conceptualisation de l'hystérie à l'hôpital de la Salpêtrière. Gunesh Terkol, avec laquelle nous allons travailler dans le cadre de workshops qui vont avoir lieu en février, qui, elle, travaille plutôt avec des collectifs d'artistes femmes en réalisant des patchwork et des œuvres collectives. Et Alia Farid, qui a participé à la résidence jusqu'au mois de novembre et qui s'intéressait dans son projet Migration of Forms à une étude en fait des migrations formelles dans certains types d'architecture et de quartiers résidentiels en France. Donc voilà pour ce tour d'horizon un petit peu des projets de recherche et pour vous présenter un petit peu le fonctionnement des candidatures. En fait, on demande à ce que les candidats imaginent un projet qui interroge les enjeux contemporains qui nous sont chers pour tous nos projets dans la Fondation, que ce soit les questions environnementales et sociales ou les questions attrait aux nouvelles technologies. Et dans ce sens-là, les liens que les artistes peuvent tisser entre art et science et vraiment ces croisements en fait entre ces recherches. Et nous proposons 2 types de programmes, un programme solo à destination d'un artiste et uniquement d'artistes pendant une résidence de 6 mois. Et également un programme duo qui, lui, est une collaboration entre un artiste et un chercheur ou scientifique. Et nous avons également décidé cette année de l'ouvrir à des collectifs d'artistes, donc avec une personne du collectif qui peut rester sur place et travailler en collaboration avec les autres membres pendant 3 mois. Donc les candidatures sont ouvertes à des artistes de toute nationalité, sans limite d'âge et de discipline, avec une certaine reconnaissance institutionnelle et internationale. Et pendant leur résidence, ces artistes bénéficient donc d'un atelier logement de 50 mètres carrés donc aux résidences à la Villa Montmartre, d'une bourse de vie de 1 000 € par mois et d'une aide à la production de 3 000 € pour mener à bien leur projet au cours de la résidence. Donc le comité de sélection des résidents de cette année était, comme vous voyez, composé de différentes personnalités qui ont apporté toutes leurs contributions d'une manière particulière. Donc, Isabelle Godefroy, directrice de la Fondation, directrice générale artistique de la Fondation Cartier, Emmanuel Cochia, philosophe, Diana Campbell-Bittencourt, directrice de la Sam Daniel Art Foundation et conservatrice en chef du Dakar Art Summit, Anne-Sulrich Aubrich, curateur et directeur artistique de la Serpentine Gallery, Magali Ariola, directrice du musée Tamayo of Art à Mexico, et Simon Najmi, écrivain et commissaire d'exposition, critique d'art indépendant, dans cette idée de réunir en fait un groupe de spécialistes qui ont une expertise sur à peu près toutes les scènes contemporaines dans différentes régions du monde. Et le comité s'est tenu la semaine dernière. Et nous avons du coup procédé à la sélection définitive des prochains résidents qui seront annoncés dès janvier 2023.
Et pour vous parler un petit peu des temps forts et des temps de rencontre aux résidences à la Cité internationale Montmartre, nous organisons donc le festival Croisement, les rencontres de Montmartre 2 fois par an. Donc la prochaine édition sera organisée du 3 au 5 février ça sera l'occasion de vous rencontrer. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite à ce moment-là, puisque nous allons organiser à cette occasion des visites d'ateliers en présence des artistes qui pourront vous parler de leurs projets en cours. Et nous allons également organiser des workshops avec des associations avec lesquelles nous avons travaillé depuis plusieurs années et de nouvelles associations que nous accueillons spécialement pour cette édition. Le samedi et dimanche, nous proposerons également un programme de performances et de conférences et également de projections de films imaginés et pensés en collaboration avec les résidents. Et voilà, vous voyez quelques images qui vous donnent un aperçu un peu des différents workshops et des événements qui ont eu lieu lors des précédentes éditions. Et je vous donne la parole, Frédéric. Je crois que votre micro est coupé. Merci. Je vous emmène à Tirana en Albanie. On a dans la Fondation un ADN qui est résolument mondial. Hein. Donc, on est, comme tout le monde, né quelque part. On est né à Paris, mais vraiment, notre ambition est une fondation internationale. Et donc, on voulait ouvrir un deuxième centre de création et d'exploration. On a rencontré une personnalité fabuleuse. Souvent, la vie, comme ça, c'est des opportunités, qui est Edi Rama, Premier ministre d'Albanie, qui est lui-même artiste, un très bon artiste chez Maria Goodman, et donc particulièrement sensible à ce pouvoir de l'art pour transformer la vie. Il a, quand on lui a présenté le projet à Explora au début pour négocier une étape du bateau en Albanie, à Durrës, il a rebondi dessus, il a dit « mais je voudrais être beaucoup plus ambitieux ». Et à Tirana, la capitale, il y a un endroit un peu désaffecté, dans l'oubli, mais qui est très cher à la mémoire des Albanais, qui est la maison de Enver Hoxha, qui était le dictateur stalinien, le dernier, et qui est tombé en Europe après Ceausescu et qui a habité dans cet endroit pendant plus de 40 ans avec sa famille. Et il a dit « je voudrais montrer la nouvelle Albanie, l'Albanie créative, l'Albanie ouverte et tolérante », en prenant un symbole et en donnant cette villa à une fondation internationale pour y faire justement un projet de résidence d'artistes. Et donc, on a négocié une convention et c'est un projet qui est en train de se mettre en œuvre sur l'année 2023. Donc, c'est en plein cœur de Tirana. C'est une villa avec un parc. Vous allez voir des images qui vont défiler juste après. Là, vous avez le bureau de Enver Hoxha avec les livres, donc évidemment le recueil de la pensée de Marx, Engels et Staline, mais aussi de la poésie française, auquel il était très sensible. C'est une villa très grande, hein, 4000 mètres carrés, qui était au luxe et au standard. Et, bon, il y a un petit côté Goodbye Lénine. On se promène dedans comme dans les vestiges du luxe de la nomenclatura des pays de l'Est de cette époque-là. Et elle est absolument intacte. On a l'impression que la famille est partie hier. Ça, c'est la chambre du dictateur. Vous voyez la télévision qui était le standard le plus élevé, évidemment, dans les années 1970-80. Et le parc, il y a plusieurs hectares en plein cœur de Tirana. Donc, l'idée, c'est de préserver, ça, c'était la salle de réception. L'idée, c'est de préserver les lieux vraiment de mémoire et de transformer en revanche les étages qui étaient sa famille et son personnel pour faire 8 ateliers et de faire ça en partenariat avec l'école de Cergy qui va également ouvrir une antenne à Tirana. Et l'idée, c'est que les artistes qui sont invités dans la Villa Tirana seraient également intervenants dans le cadre de l'école d'art de Cergy à Tirana. Donc, vraiment de jouer la complémentarité et de mutualiser aussi les coûts. Mais donc, c'est un projet qu'on est très, très heureux de démarrer. C'est une partie de l'Europe qui est très créative. On sait que les scènes émergentes ont besoin notamment d'un immobilier pas cher. C'est ça qui avait fait le succès de Berlin à l'époque quand le mur est tombé. Et clairement, on a aujourd'hui beaucoup d'artistes qui fourmillent dans cette région-là d'Europe et on est ravis de pouvoir accompagner ce mouvement. Alors, je vais passer maintenant la parole à Nicolas, peut-être, sur la dernière étape qui est très importante, évidemment, qui est notre communauté de bénévoles.
Merci beaucoup Frédéric. Alors effectivement, je vais vous parler un petit peu de notre communauté bénévole. Je suis Nicolas Coster, le responsable de cette communauté de bénévoles. Et comme je vois que la majorité d'entre vous n'a jamais réalisé de mission bénévole, je vais vous détailler un petit peu plus quelles sont les missions, quelles sont les modalités d'engagement, déjà vous dire où nous sommes et comment vous engager auprès de nous. Voilà, aujourd'hui, la communauté de bénévoles chez Arexplora est présente dans 6 régions. Jusqu'à présent, nous étions en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Cette année, donc sur 2022, depuis le mois de novembre, nous sommes présents en Occitanie, notamment à Toulouse. Nous avons organisé un événement de lancement et depuis quelques semaines maintenant, présents aussi sur la région Grand Est, notamment sur l'agglomération de Metz. Nos enjeux de développement pour l'an prochain sont de nous développer davantage dans certaines régions où nous sommes présentes, notamment d'élargir sur le Grand Est, sur l'agglomération de Strasbourg, de nous élargir sur Sète, Montpellier, Arcachon, Bayonne, et aussi de nous lancer dans de nouvelles régions, notamment la Bretagne, les Hauts-de-France, pour élargir encore les modalités d'action. Mais vous allez me demander qu'est-ce que ça veut dire être bénévole chez Arexplora. Et finalement, être bénévole, c'est devenir un citoyen culturel, quelqu'un qui accepte d'être un trait d'union entre l'art, puisque nous sommes tous conscients que l'art nous fait du bien, l'art rassemble les communautés, donc être ce trait d'union entre l'art et entre les personnes qui sont soit empêchées d'accéder à l'art parce que ce sont des personnes âgées dépendantes, parce que ce sont des personnes hospitalisées, parce que ce sont des personnes incarcérées, parce que ce sont des personnes dont les problématiques sociales compliquent l'accès à l'art, soit simplement parce que c'est ce qu'on appelle les publics éloignés, ce sont des gens qui n'ont jamais pensé que l'art était pour eux, qui n'ont jamais pensé à entrer dans un musée et où finalement la pratique artistique n'est pas dans l'ADN de leur vie ou n'a pas été dans leur culture familiale. Et finalement, on propose à des bénévoles, à des gens qui ne sont pas des professionnels de l'art, qui ne sont pas des médiateurs culturels, mais de venir partager leur amour de l'art, les émotions que leur évoque l'art, en organisant des conversations autour d'une œuvre d'art dans les EHPAD, donc les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, dans les hôpitaux auprès des personnes hospitalisées pour des courtes durées ou notamment les hôpitaux pour enfants où ce sont des personnes hospitalisées sur du long terme, intervenir dans les centres de loisirs. Nous avons des projets de développer des programmes dans les prisons auprès des personnes détenues, dans les CADA, les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Et nous avons aussi le programme Un pied au musée qui se développe de plus en plus, qui jusqu'à présent était présent au Louvre. Et c'est en fait d'accepter en tant que bénévole de se mettre en lien avec une association partenaire d'Arexplora, une association du champ social, du champ de la santé, du champ de l'insertion. Et pour découvrir cette association, comprendre ses projets, connaître ses bénéficiaires et organiser avec eux des visites dans un musée. Donc aujourd'hui, nous avons ces partenariats avec le musée du Louvre et le musée des Beaux-Arts à Bordeaux. Nous avons des projets de développer des partenariats avec d'autres musées par la suite, mais c'est vraiment bénéficier d'une formation auprès de ce musée pour mieux connaître ses collections, ses projets, et par une connaissance plus fine de l'association partenaire d'Arexplora, de pouvoir organiser 1, 2, 3 visites dans l'année bénévolement pour les bénéficiaires de ces associations. Et puis, nous souhaitons aussi être un accélérateur des engagements et des initiatives de citoyens culturels et de pouvoir soutenir vos projets. Donc, nous allons formaliser une méthodologie pour pouvoir vous permettre de proposer des projets de liens culturels entre les personnes empêchées ou éloignées de l'art et les espaces artistiques sur toutes les formes d'art, pour qu'Arexplora puisse vous aider à soutenir, à développer vos projets. Alors, comment nous rejoindre? Frédéric parlera à la fin des différents moyens de contact, mais globalement, nous organisons dans les nouveaux territoires dans lesquels nous allons nous développer, nous organisons des événements de lancement qui seront toujours annoncés dans nos newsletters et sur nos réseaux sociaux. Sur les territoires où nous sommes déjà implantés, nous allons organiser tout au long de l'année des meet-up territoriaux. Et donc voilà, suivez bien nos réseaux sociaux, suivez nos newsletters pour savoir quand est le prochain meet-up sur Paris, sur Marseille, sur Bordeaux, sur Lyon, pour pouvoir aller rencontrer nos bénévoles et vivre vraiment une rencontre avec nous et échanger sur nos projets, nos actions et comment vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre pour 1 heure, pour 2 heures, pour 3 mois, pour 6 mois. Toutes les modalités sont possibles. Nous cherchons toutes les bonnes volontés. Et puis, nous proposerons tout au long de l'année des rencontres culturelles avec tous les établissements culturels dont nous sommes partenaires pour que nos bénévoles puissent découvrir les établissements proches de chez eux, proches de leur lieu d'engagement, découvrir des nouvelles formes d'art, échanger avec des artistes et
avoir des nouvelles choses à partager avec tous les publics que nous rencontrons au quotidien dans nos missions bénévoles. Donc, j'espère avoir la chance de vous rencontrer tous prochainement à travers nos actions bénévoles. Voilà, pour conclure les grands rendez-vous de l'année 2023 qui s'annoncent vraiment riches et excitantes. On a hâte de la vivre. Donc, on a parlé des croisements rencontres à Montmartre, 4-5 février. Donc, c'est vraiment l'occasion pour vous de venir voir le fonctionnement de cette résidence, de rencontrer les artistes et de rencontrer les autres bénévoles de la Fondation. Rendez-vous évidemment le 21 mars, donc là c'est à Meudon que ça se passe et donc on ouvrira à la fois le hangar et le parc de sculpture et le restaurant et le Arty Kids Club où vous pouvez laisser les enfants le week-end avec des cours de pratique artistique, donc vraiment un endroit très vivant, hybride qui mélange les pratiques. Et on célébrera l'arrivée du printemps. Et puis après, direction la Grande-Bretagne où on aura la présentation du bus de ce qu'on appelle le Culture Bus, qui est ce programme scolaire. Donc, on va présenter notre partenariat avec le British Museum, où on va proposer à 100 000 enfants britanniques à travers tout le royaume dans les 3 prochaines années de venir visiter le British Museum et 11 musées partenaires en région. Le lancement de Tirana, donc, avec l'appel à candidature pour juin. Et derrière cela, tout de suite, le lancement du bateau-musée à Marseille. Pardon, j'oublie la 2e épisode des croisements rencontres à Montmartre. Donc ça, je dirais que c'est les grands temps forts. On va relancer également le prix européen Art Explora autour de l'été, donc de juin. On laisse toujours 3-4 mois aux institutions européennes pour candidater. Et là, vous êtes super bienvenus pour nous donner un coup de main pour assurer la diffusion, la popularité du prix. Il y a beaucoup d'institutions qui s'autocensurent, qui pensent que leurs chances de gagner sont trop minces ou qui ne connaissent pas l'existence du prix. Et donc, le fait d'appeler, d'envoyer des emails en disant « c'est pour vous, c'est maintenant », c'est quelque chose qui marche très, très bien. C'est comme ça qu'on assure la notoriété du prix. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Voilà pour les rendez-vous de 2023. Et puis, à tout moment, via le site web, via les réseaux sociaux, c'est comme ça aussi que vous pouvez nous aider avec un clic, un like, un partage. C'est comme ça qu'on fait grossir la communauté de bénévoles. On l'a vu avec vous-même aujourd'hui. Notre rencontre, elle est pour beaucoup liée à cette rencontre en ligne. C'est comme ça souvent aujourd'hui qu'on commence les rencontres dans le monde d'aujourd'hui. Mais notre but ultime, c'est quand même de se rencontrer physiquement. Et donc, voilà, soit dans notre programme Alomiro, qui est quand même notre grand programme phare, soit dans plein de missions bénévoles que vous allez découvrir. Par exemple, le jury du prix Art Explora, on a reçu des centaines de candidatures et ce sont des bénévoles qui nous ont aidés à trier les candidatures pour passer de plusieurs centaines à une vingtaine qu'on a présentées devant le jury d'académiciens. Un très, très grand merci. Peut-être si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. En parallèle, est-ce que vous assurez le suivi des... Je dirais qu'on a des équipes pour Vanessa, on a des équipes pour vraiment assurer pendant le temps de résidence l'interface avec d'abord le monde des commissaires, le monde des galeries pour assurer la popularité et la diffusion du travail des artistes. On a aussi un réseau de sous-traitants, donc on connaît notamment pour les artistes étrangers qui viennent à Paris et qui chercheraient quelqu'un pour travailler le pierre, le bois, la métallurgie ou des choses beaucoup plus sophistiquées. On aide les artistes, notamment ceux qui ne parlent pas français, à naviguer dans l'écosystème de fabrication français. En revanche, une fois qu'ils quittent la résidence, on n'a pas les équipes encore dimensionnées pour suivre effectivement les solutions environnementales proposées. Il faudrait être plus précis dans la question, on pourrait la prendre offline, mais voilà, autant on accompagne fortement pendant le temps de résidence. Après, on a un réseau, donc on voit que les artistes se recommandent les uns les autres, s'aident les uns les autres. On a beaucoup d'artistes qui nous viennent sur le bouche à oreille des artistes qui sont passés, donc ça marche très bien.
Et on voit que les artistes, globalement, font des jolies carrières. Je crois qu'un des succès, les succès de ce programme de résidence, c'est d'abord le prestige du jury. Donc, Hans-Ulrich Obrist, on ne le présente plus. C'est une sorte de faiseur de pluie du monde de l'art, puisqu'il a été plusieurs fois classé la personnalité la plus influente du monde de l'art. Il est très, très investi dans le jury. On a cet endroit absolument magique de Montmartre et cette attractivité retrouvée de Paris. On l'a vu avec Art Basel, la foire Art Basel qui a amené une dynamique et un regard vraiment mondial sur la place de Paris dont on bénéficie. Et puis tous les formats d'exposition que l'on peut proposer dans le hangar, dans le bateau, dans le village qui plaît aux artistes. Combien de personnes pourraient être présentes pour le voyage en Italie? Je dirais une centaine. C'est un chantier absolument magnifique à l'italienne. Donc là, vraiment, les facilités sont très belles. Et puis, il y a 10 projets de construction en parallèle. Donc, ce n'est pas simplement l'Aura Explorer. C'est assez intéressant de voir comment fonctionne un chantier naval. Et puis, on sera avec les architectes qui expliqueront la construction du bateau. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'en faire une journée porte ouverte. J'ai raté peut-être des questions pendant que je parle. Si vous les avez vues à toute l'équipe, n'hésitez pas. Il y avait une question sur une proposition de contact, de réseau, notamment pour les missions bénévoles, mais je vois que Nicolas a répondu dans le chat, donc c'est bon. Pascal Barthélemy, d'autres grands projets. Vous êtes dur là quand même, des grands projets. Là, on n'en manque pas. On n'est jamais qu'une vingtaine à la Fondation. Non, là, l'idée pour l'instant, c'est quand même de lancer ces projets-là, de les ouvrir. Donc, le hangar Y, il n'est pas encore ouvert. Donc, de lancer le bateau. Le bateau, c'est un très, très grand projet parce qu'il n'y a pas que la construction du bateau. Il y a la création de 15 festivals dans 15 ports de la Méditerranée. Et puis, le grand projet, c'est l'augmentation du réseau bénévole. Là, vous pouvez beaucoup nous aider parce que vous pouvez nous aider à structurer ce réseau, à prendre des responsabilités dans le réseau. On va chercher des responsables de ville, des responsables de région. Et évidemment, plus vous vous impliquez, plus dans la vie de la Fondation, on peut vous amener à bord du bateau, on peut organiser plein de choses en contrepartie de votre investissement. Bien sûr que vous pouvez proposer des actions. L'idée des bénévoles, c'est aussi, on est vraiment dans un échange. On a eu, c'est une bénévole, par exemple, qui nous a proposé, je réponds à Aube Lebel, c'est une bénévole qui nous a proposé cette action de mécéner des écrans avec de l'art numérique dans les hôpitaux, qui est venue d'une bénévole qui avait un enfant elle-même, un enfant handicapé, et qui avait installé un écran sur ses fonds personnels à l'hôpital Necker Enfants Malades. Et on a vu effectivement comment cet écran numérique interactif avec lequel les enfants jouent en attendant la consultation du praticien avait pu détendre, désangoisser les parents, désangoisser l'enfant. Et donc, on a décidé d'investir nous-mêmes pour en financer 4 supplémentaires. Et ça, c'est venu d'un bénévole, donc avec plaisir. Parfait. Bon. Je pense qu'on est au bout des questions. Eh ben, un très, très grand merci au nom de l'équipe à tous de votre présence, de votre participation, de vos questions et de votre intérêt pour la Fondation Art Explora. On espère vous revoir dans un webinaire et puis vous revoir très vite comme bénévole, comme ami, comme partenaire, comme soutien dans la formule que vous voulez, qui vous conviendra. Et en attendant, je vous souhaite du fond du cœur de très joyeuses fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée, au revoir.